je vais plutôt introduire rapidement les contenus scientifiques et les objectifs du projet. Et donc, à voir pourquoi un projet d'humanité numérique sur le magnétisme animal et sur la société de l'harmonie. Et donc, d'abord, qu'est-ce que c'est le magnétisme animal? Qu'est-ce que c'est la société de l'harmonie? Pourquoi il représente, à notre avis, des thèmes significatifs dans la perspective de l'histoire, de l'anthropologie, des savoirs, des techniques, des croyances et de leurs implications sociales. Enfin, pourquoi leur étude nous a amené à faire recours d'une manière importante aux outils du numérique. Donc, l'expression magnétisme animal indique l'ensemble des doctrines sur l'univers et sur l'homme et des pratiques thérapeutiques élaborées à la fin du XVIIIe siècle par ce monsieur-là, qui est un médecin suave qui s'appelle Franz Anton Mesmer, qui a été actif d'abord à Vienne, où il a obtenu son maîtrise avec une thèse sur l'influence des planètes sur les corps humains, et d'où il doit échapper à la suite d'un scandale provoqué par ces traitements. D'ici, il passe en 1778 à Paris, où il publie l'année suivante son mémoire sur la découverte du magnétisme animal, suivi en 1781 par les précises historiques de faits relatifs au magnétisme animal. Mesmer prétendait avoir découvert un fluide magnétique impondérable, qui s'ajoutait évidemment à toute une autre série de fluides similaires, prévus par la science du temps, ces fluides étaient répandus dans tout l'univers, dont il mettait en relation les parties. Et pour Mesmer, c'était justement dans la mauvaise circulation de ces fluides dans le corps humain qui était la véritable cause des maladies. Donc, en conséquence, il confiait la cure à l'action du magnétiseur. Ces dernières, en dirigeant par des techniques opportunes son propre fluide vers le corps du malade, pouvaient supprimer les obstacles à sa circulation, souvent à travers des crises convulsives aux effets cathartiques. À mesure que le succès de ces pratiques multiplie le nombre de patients, Mesmer expérimenta également des traitements collectifs autour d'un baquet contenant de l'eau magnétisée. Mais le mesmérisme, outre qu'un grand succès, suscite aussi des polémiques acharnées. Dès son début, il entre en effet en concurrence, en conflit, soit avec la tradition de l'Église, soit avec le milieu scientifique et médical. D'un côté, il contribue au déplacement de la frontière entre savoir et pratiques religieuses et profanes. Un courant d'histoire de la psychiatrie qui a son début dans l'ouvrage d'Henri Lamberger considère le magnétisme un point de passage crucial dans son procès de sécularisation de l'âme et de ses maladies qui était son terrain d'élection et qui, le magnétisme animal, soutrait du champ de la démonologie et de l'exorcisme pour les rendre plutôt des phénomènes naturels liés aux relations entre les êtres humains. Il y aura ensuite un développement successif qui est toute l'histoire, tout son symbolisme artificiel découvert par un élève de Mesmer, le marquis de Puységur, qui ensuite, à travers l'hypnotisme du XIXe siècle, mais aussi à travers la philosophie et la littérature romantique, amènera jusqu'à la psychanalyse. Donc c'est un noyau historique très important aussi de ce point de vue-là. D'autre côté, Mesmer, tout en prétendant d'être reconnu par les autorités scientifiques et médicales de l'époque, conteste radicalement leur savoir, leur pratique et leur pouvoir. Il les pousse ainsi à définir d'une façon plus stricte et explicite qu'auparavant la démarcation entre scientifique et non scientifique. Ainsi, en 1784,
deux commissions désignées par le roi au sein de l'Académie des sciences, de la Société royale de médecine et de la Faculté de médecine de Paris, avec la participation d'hommes de sciences comme Benjamin Franklin, Lavoisier et Bailly, condamnent les doctrines de Mesmer comme infondées et en dénoncent les dangers pour le physique et pour la morale. Enfin, les magnétismes animaux contribuent à faire émerger des contrastes existants dans la société d'Ancien Régime. Ces perspectives de régénération impliquent aussi la société et les institutions et se prêtent à des développements politiques, soit de nature conservatrice que révolutionnaire. Et c'est justement la colocation du mesmérisme parmi les facteurs culturels à l'origine de la Révolution, l'axe portant du livre qui, en 1969, a contribué le plus à lui conférer la dignité d'objet historiographique à plein titre, c'est-à-dire l'ouvrage de Robert Darnton, Mesmerism and the End of the Enlightenment in France, qui a été traduit d'une façon peut-être plus explicite en français, comme La fin de lumière, le mesmérisme et la révolution. En adoptant une perspective d'histoire sociale des sciences, Darnton posait en évidence comme autour du magnétisme animal se développe un mouvement ample, influent et aussi relativement articulé du point de vue soit de l'extraction sociale, soit des options idéales, qui comprennent bien sûr les disciples et les patients de Mesmer, mais aussi des partisans qui n'étaient pas ses élèves, des élèves devenus ensuite ses concurrents, ses adversaires, et de magnétistes non mesmériennes centré, c'était un réseau centré sur Paris, mais avec des ramifications très importantes à travers toute la France et aussi à l'extérieur. Donc c'est un mouvement européen et aussi, et pas seulement européen, parce qu'il y avait des centres très importants, par exemple, dans les colonies, à Saint-Domingue. Et c'est justement ces réseaux, ou bien ces réseaux concentriques, que le projet Harmonia Universalis vise à reconstituer. Au centre de ces réseaux, les groupes plus proches à Mesmer, les plus nombreux, les mieux structurés et aussi, il faut dire, les mieux documentés, est la Société de l'Harmonie Universelle de Paris. Fondée en 1783 par Mesmer et un petit groupe de ses disciples, en particulier l'avocat Nicolas Bergas et le banquier Guillaume Korman, elle ressemble les modèles des académies savantes des loges maçonniques auxquelles Mesmer lui-même et plusieurs parmi ses élèves étaient affiliés, et des sociétés par action, parce que chaque membre devait souscrire une cotisation de 100 livres, qui c'était en somme assez élevée, pour Mesmer, comme rente pour Mesmer, qui en échange l'aurait instruit dans son secret. Donc il y avait ces doubles aspects de diffusion du magnétisme animal, mais aussi de sustentement par Mesmer qui sinon menaçait de quitter la France pour aller faire sa fortune ailleurs. Et malgré ces facteurs importants de sélection, la société rencontre un succès formidable. Dans son siège prestigieux, un rue Coqueyron, au centre de la ville, elle ouvre des courses réservées aux membres aussi qu'en clinique avec ses baquets et ses salles de crise qui accueillent de nombreux patients. En même temps, des filiales sont fondées un peu partout en France, à l'extérieur, à Malte et à Ostende et dans les colonies, à Saint-Domingue. Avec aussi des variantes locaux assez importantes. Par exemple, il y a tout un côté de magnétisme spiritualiste à Lyon, lorsqu'à Strasbourg, il s'affirme une autre variante qui pose son attention sur les phénomènes liés au somnambulisme artificiel. Quant à Paris, les membres de la Société de Paris, qui étaient au début 12, croissent rapidement jusqu'à 204 en juillet 1784. Puis, les inscriptions en temps d'arrêt qui coïncident puis
puis les inscriptions en temps d'arrêt qui coïncident avec la condamne des commissions dont on a parlé et qu'on vient d'évoquer, et avec une guerre massive de pamphlets, de comédies et de gravures satiriques, comme c'est ça qui joue sur le terme magnétisme animal, évidemment, visant à ridiculiser Mesmer et ses traitements. Ça, c'est un autre travail très connu et très intéressant, très complexe, où il y a Mesmer qui magnétise la Lune. Des contrastes internes au mouvement aboutissent en printemps 1785 à un schisme et à l'expulsion des fondateurs, Bergasse et Korman, et d'un petit groupe qui était lié à eux. C'est ce qui Danton appelle la courant radicale du mouvement, qui passe ensuite de la polémique mesmérienne envers l'établissement académique au pamphlet contre le gouvernement de Calonne, en contribuant à sa chute. Et c'est ça surtout que Danton indique la continuité entre mesmérisme et révolution. Donc le mesmérisme, c'est une sorte d'apprentissage dans la polémique dans la polémique contre les pouvoirs. Au début, les pouvoirs scientifiques, ensuite les pouvoirs politiques. À ce moment-là, la vie de la société est prise par un groupe lié au milieu de la finance et de la franc-maçonnerie mystique des Philalethes. Mesmer lui-même s'en éloigne bientôt et quitte Paris et peut-être et aussi la France. Entre-temps, la société a repris à s'accroître et lorsqu'elle cesse toute activité au début de 1787, son registre a plus que redoublé et compte désormais 431 noms. Outre que sa nature et ses vicissitudes, ce qui rend la société de l'harmonie un cas d'étude particulièrement intéressant est justement la possibilité de reconstruire le catalogue complet de ses membres, ce qui est quelque chose qui n'est pas fréquent à l'époque dans son association assez nombreux comme elle. Cette possibilité est due à deux sources, citées par Danton et par d'autres historiens, mais qui n'ont jamais été logées jusqu'à présent d'une étude systématique. Et c'est exactement cette étude, les points de départ et aussi les centres de notre enquête. Ces sources sont les diplômes originaux d'affiliation à la société, dont un recueil très riche est conservé à la bibliothèque historique de la ville de Paris, mais il y en a des autres aussi qui sont un peu dispersés par l'Europe, aussi aux États-Unis. Et surtout les registres qu'on vient d'évoquer, publiés en 1852 dans le journal du magnétisme, à partir d'un original perdu par la suite. Ça, c'est la première page du registre. Outre que les noms de 431 affiliés, ces documents indiquent souvent leur pays d'origine, leur domicile, leur éventuel état ecclésiastique ou nobiliaire, la profession et parfois la date d'inscription et les fonctions recouvertes dans la société. Et à partir de ces données, on a pu identifier plus que 80% de membres, on espère évidemment d'un accès des autres, et on a commencé à dresser des fiches biographiques qui vont à construire notre prosopographie. Parmi un bon nombre de personnages plus ou moins obscurs, on y trouve, en partie on les savait déjà, mais on en a trouvé des autres, des personnalités importantes du milieu scientifique et littéraire, des élites aristocratiques et financières, ainsi que des individus qui jouèrent un rôle de premier plan dans la Révolution. Bergasse, qu'on a évoqué, mais aussi, par exemple, Lafayette, Duport et bien d'autres. Le registre confirme l'image qui donnait Danton d'un cercle pour gens riches distingués, aristocrates, bourgeois éminents, mais il faut dire qu'on y trouve plus qu'on avait imaginé aussi de médecins et d'ecclésiastiques, ce qui renvoie à la position de frontière du magnétisme animal entre
types différents de savoirs et de pratiques, mais pose aussi des questions de périodisation qui, sur lesquelles je ne me souviens pas, on pourra y retourner ensuite, mais par exemple, les médecins sont beaucoup présents au début, entre les premiers inscrits, lorsque les ecclésiastiques deviennent beaucoup plus présents après la crise qu'on avait évoquée. Donc, très rapidement, ici, on a un graphique qui montre un peu la composition de la société. Le grand groupe en bleu, c'est la noblesse d'épée, donc très souvent liée aussi à la cour ou à l'armée. En rouge, on a la noblesse des robes, les banquiers et les financiers. En vert, on a les capacités, et donc les deux groupes les plus grands, les plus en bas sont les médecins et les clergés. On a commencé aussi à retracer des groupes, des réseaux particulièrement représentés. Il y en a plusieurs, par exemple les médecins de Montpellier, par exemple le monde de la finance lié au commerce avec l'économie, mais aussi les cours du duc d'Orléans ou du comte d'Artois. Il y a plusieurs niches dans lesquelles on trouve un nombre significatif de membres de la Société de l'Harmonie. Il y a bien sûr les loges maçonniques, il y a aussi certaines congrégations religieuses. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui nous adresse vers une analyse de réseau pour mieux comprendre la structure de cette société et aussi les relations entre la société et les autres formes de sociabilité. Et enfin aussi les raisons pour lesquelles on entrait dans la société, parce qu'il y avait bien sûr l'intérêt pour le magnétisme, pour cette nouvelle forme de science qui était notamment populaire, mais il y avait aussi, on rentrait aussi dans son réseau de sociabilité. Ça évidemment était aussi quelque chose d'important. C'est un réseau aussi, c'est ici de la Société de Paris, c'est lui aussi un réseau ample, c'est-à-dire que la plupart des membres résident à Paris, mais il y en a aussi qui résident dans la province ou à l'étranger. Et il faut dire aussi que pour quelqu'un, ce passage pour le magnétisme n'est pas quelque chose d'éphémère. Par exemple, pour des savants comme Berthollet ou Cabanilles, pour l'écrivain polonais Jean Potocki, qui vous connaissez, qui aussi a été un membre de la Société de l'Harmonie de Paris. Et pour d'autres, plutôt, c'est quelque chose qui caractérise leur trajectoire biographique. Et il y aura quelqu'un qui, à la restauration, participera à la reprise du magnétisme animal qui s'était un peu effacé pendant la Révolution. Enfin, un autre résultat qui émerge de l'analyse du corpus, du catalogue de membres de la Société de l'Harmonie universelle, c'est de rendre un peu plus complexe, comme vous savez, les relations entre mesmérisme et révolution, soit parce qu'on trouve beaucoup plus de membres, comme vous savez, de la Société de l'Harmonie qui ont eu un rôle de quelque genre pendant la Révolution, y compris en 20 ans de membres des États généraux, généralement placés d'un côté plutôt modéré. Donc ce n'est pas uniquement le groupe radical de Bergasse. Et bien sûr, on y trouve aussi un bon nombre de gens caractérisés plutôt pour une position contre-révolutionnaire, y compris un bon nombre d'aristocrates émigrés. Donc, sous plusieurs points de vue, il s'agit effectivement d'un mouvement pluriel, pour reprendre le titre d'un colloque organisé par Bruno Belost et Nicolas Edelman, dont les actes vont apparaître dans quelques semaines. Et ça rend la Société de l'Harmonie un point d'observation très intéressant pour les dynamiques sociales à la fin de l'Ancien Régime, mais aussi un point de rencontre entre spécialistes de différentes disciplines, ce qui a été un peu confirmé aussi pour une autre initiative organisée à l'intérieur du projet Harmonia Universalis, c'est-à-dire une journée d'études intitulée Le mesmérisme en acte
autour de la Société de l'harmonie universelle 1783-1787, qui a été organisée en décembre 2013 et qui a engagé en premier lieu l'équipe que j'avais évoquée, l'équipe de chercheurs autour du projet Harmonie universelle, qui ont discuté leurs propres recherches avec des autres collègues, et ces recherches embrassaient des domaines variés comme le milieu de profession médicale et des hommes de lettres, les loges maçonniques militaires, les relations culturelles entre le centre, Paris, la Provence et les colonies, et aussi avec la Chine. Parce qu'en effet, le magnétisme animal, c'est devenu à un moment donné aussi un moyen pour expliquer les yin et les yang, on avait vu. Enfin, pour passer tout de suite la parole à Stéphane Lamassé, d'ici, à partir de cette enquête, vraiment le développement naturel, c'était celui de créer, de transformer les catalogues qu'on avait dressés, qui en principe c'était un feuille Excel avec des données biographiques qu'on avait commencé, qu'on avait repérées, donc on avait commencé déjà à dresser les biographies des personnages. Bon, le développement naturel, c'était de transférer ça dans son database, qui Stéphane va montrer. Et donc, ça répondait à deux objectifs primaires. La première, c'était de mettre à disposition du public ample les catalogues et la prosopographie des membres de la Société de l'harmonie, à éteindre ensuite, ça c'est notre objectif aussi aux filiales de Provence et aux magnétistes non mesméristes, donc le réseau complet de la société mesmérienne. Et ça, c'est évidemment un travail pour sa nature collaborative et ouvert dans le temps à l'apport des spécialistes, des collègues. Et donc, pour ça aussi, le choix de faire un database pas seulement visible en ligne, mais aussi sur lequel on peut travailler en ligne. Et qui doit constituer les noyaux d'un site qu'on est en train de construire, qui aspire un peu à devenir un point de référence pour les études du magnétisme, sur le magnétisme animal, et qui hébergera aussi d'autres matériaux, des tests, de sources, des images, des bibliographies, mais sur ça aussi, Stéphane va être dans plus de détails. Et enfin, cette prosopographie va être la base sur laquelle construire une analyse des réseaux. C'est un peu l'objectif futur de notre enquête, et qu'à notre avis va être un apport fondamental à la compréhension de l'histoire et de la position de cette société à l'intérieur de la société de la guerre et de la Révolution. Donc ça va être, le fond, ça va être de mieux comprendre la composition interne, les transformations du mouvement mesmérien, ces entrelacements avec d'autres formes de sociétabilité, aussi les trajectoires des acteurs, bien sûr, mais aussi d'ouvrir une fenêtre avec une perspective un peu singulière sur les dynamiques sociales, culturelles et politiques à la fin de l'Ancien Régime. Bon, je termine ici et je passe la parole à Stéphane Lamassé.